Cette vidéo vient compléter la vidéo précédente où je parle de l'importance de définir ses objectifs par rapport aux besoins authentiques de l'être. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qui s'oppose à la définition et à l'affirmation, à savoir la négation, l'opposition. Tu avances sur ta voie autant par les objectifs que tu définis, que par... C'est pas très français. Que par les... Alors attends, je vais dire plus simplement. Tu définis ta voie autant par ce que tu décides de faire que par ce que tu décides de ne pas faire. L'importance du refus, l'importance de dire non est peut-être aussi importante que le fait de pouvoir dire oui à ses objectifs. Plus tu dis non à ce qui n'est pas essentiel et nécessaire pour toi, plus tu peux dire oui à ce qui est nécessaire et essentiel pour toi. Et finalement, je dirais que tu commences d'abord par le non avant de dire oui. Tu dis d'abord non avant de dire oui. En disant non à ce qui t'est proposé et qui ne correspond pas à tes besoins essentiels, tu dis oui à toi. Pour dire oui à ses propres besoins, tu dois d'abord dire non à tes non-besoins. Et les non-besoins, ou les besoins superficiels ou artificiels ou non essentiels, sont autant liés à ce que ta souffrance te fait faire pour te fuir toi-même que ce qui t'est proposé de l'extérieur. Donc moi, je fais cette vidéo maintenant parce que j'en ai besoin, étant donné que j'ai eu une expérience qui m'a montré que je n'avais pas su poser un non, je n'avais pas su refuser quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai été décentrée, je me suis laissée décentrer et je me suis coupée de mes besoins. J'ai eu de la culpabilité en fait à suivre mes besoins. Parce que quand tu suis tes besoins, eh ben, tu vis pour toi-même, donc tu es égoïste. Donc, c'est... t'as beau, moi je parle de l'importance de l'ego, de l'importance d'être autoritaire, de tout ça, parce que en fait quand je fais les vidéos, il y a mon maître qui s'exprime pour que l'élève puisse prendre des notes, enfin des leçons, recevoir la leçon. Je m'auto-donne des leçons. Le fait d'avoir, encore une fois, d'avoir un public aussi, ça permet de donner une portée à ma parole plus forte que si je le dis toute seule dans mon coin. Puis en plus je l'enregistre, puis en plus je l'assume publiquement. Donc ça donne vraiment de l'ampleur à ce que je dis. Mais il y a toujours un temps d'intégration. Et ensuite, forcément, je suis mise à l'épreuve. Et là où tu te casses la gueule, c'est comme quand tu fais du sport, n'importe. Quand tu fais de la montagne, c'est à la redescente. C'est-à-dire, c'est au moment où tu vois, c'est cool, c'est la descente, allez, c'est bon, on se lâche, bam, c'est là que tu te casses la gueule. Et là, je me suis cassé la gueule parce que j'avais terminé, j'avais fait la vidéo juste avant, là, qui dure 3 heures quand même. J'avais passé un peu de temps, je voulais boucler le truc pour avoir du... Bon, bref, on s'en fout. J'étais là, c'est fini, allez, on se détend, bam, voilà, je me suis fait niquer à ce moment-là. Et je me suis... tellement que je me suis pas écoutée moi-même, je me suis déclenché une maladie, voilà, qui m'a fait perdre 2 jours. Enfin non, on peut pas dire que j'ai perdu 2 jours, mais ça me fait chier quand même. Donc là, j'ai vraiment le besoin de reparler de l'importance du non et surtout de pouvoir. Donc là, j'ai écrit en fait une formulation de refus. Pour quand tu es invité à un truc où tu ressens qu'il ne faut pas que tu y ailles. Enfin, tu ressens que t'as juste pas l'envie en fait d'y aller. Mais le truc, c'est que quand tu n'as pas la partoche, la partition, le texte, et que tu es poussé au cul par la personne qui veut t'inviter et qui te fout un coup de pression, tu es là,
et tu te chies dessus. Tu te chies dessus en mode non, je suis désolée, hein, je peux pas. Hein. Non, mais j'ai des trucs de prévu, mais c'est pas ça. Après, tu te fous mal. Après, la personne dit, ah, mais ça va bien, il y a quelque chose qui va. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est genre, mais tu vas bien? T'es sûr que tout va bien pour toi? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que tu galères à parler et que t'as pas envie de blesser l'autre. En même temps, t'as pas du tout envie d'y aller, mais bon, voilà. Tu sais pas vraiment. T'as pas aucune excuse à donner parce que t'as rien. Y a rien qui te vient. Voilà. Et là, t'es trop mal. C'est pas que t'es mal, c'est juste que la situation te met mal à l'aise, donc tout d'un coup t'es plus pas bien. Et si en plus t'es dans les justifications, les excuses, tu nourris les parcelles victimaires en toi et après tu te sens encore plus mal, t'es plongé dans la culpabilité, c'est la merde. Donc c'est pour ça que là c'est pour ça que là je me suis dit bon, là il faut vraiment écrire des répliques, voilà, préparer les répliques à l'avance, les apprendre. Donc là je vais les dire pour pouvoir au moment où ça se présente sortir ses répliques. Et en fait, le non, c'est quelque chose qui s'accouche. C'est la maïotique du non, en fait. Quand on doit apprendre à dire non. Parce que quand on était enfant, on ne pouvait pas dire non à nos parents. Enfin, on disait non des fois, mais bon, des fois, bon, bah, ça se passait pas très bien. On a une expérience un peu traumatique du non. On a plus une expérience de soumission et de prendre sur soi. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu prends sur toi, bon bah, t'es vite, ça se passe mieux dans la forme. Voilà, mais après quand t'es adulte, t'es maître de toi, de ton corps, tu fais ce que tu veux de ton corps. Donc tu l'emmènes où tu veux ton corps. Donc pour pouvoir être maître de ton corps et ne pas l'emmener à des endroits où toi t'as pas envie de l'emmener, tu dois maîtriser le non. Donc en fait, il faut faire des auto-séances. Un yoga du non, tu vois. Le yoga du non, c'est bah, de ton côté, tu t'entraînes à dire non. Pour pouvoir débloquer le truc en fait dans ta bouche. Et que ce soit pas au moment décisif où tu vas te chier dessus, où tu t'arriveras même pas à sortir le non, tu vois. Donc là, moi, je m'entraîne. Non. Et je m'entraîne à en fait me canaliser sur des phrases courtes où il n'y a pas de justification. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, moi je le vois avec les vidéos, quand tu l'as déjà dit en amont dans une vidéo, par exemple, tu as déjà formulé le truc, quand ça se présente après dans ta vie, c'est presque normal de le dire. Parce que tu l'as déjà dit aussi dans une situation cool. Tu vois là, moi je parle, c'est cool. Donc j'ai coolisé le truc et c'est beaucoup plus simple. Non, je ne peux pas venir. Pourquoi ? Te demande l'autre. Tu n'es même pas obligé de dire parce que. J'ai d'autres besoins qui passent en priorité. C'est quoi? L'autre te demande, c'est quoi? C'est personnel. Ah, ce que j'ai oublié de mettre dans la vidéo. Donc je vais détailler tout ça. L'autre peut être là, forcément, il est dans son orgueil, dans sa susceptibilité parce qu'il a essuyé un refus, commencer à s'énerver. Ah, mais comment ça? Mais c'est personnel, oui, bah, dis tout de suite que tu veux pas venir, tu veux pas me voir et tout. Et commencer à pleurnicher et à faire sa victime, gna, gna, gna. Là, ce qui est très important, c'est d'entrer en fait dans son savoir. C'est-à-dire, en gros, de lui apprendre quelque chose. Parce que la victime, malheureusement, elle ne comprend rien à la vie. Elle fait comme elle a toujours fait, quoi. Elle ne sait pas qu'elle fait de la merde, elle n'a pas conscience. Donc, tu lui expliques à la personne qui réagit comme ça, tu sais, j'ai appris. Entrer dans son savoir, c'est parler de soi et de son expérience. Tu sais, j'ai appris que quand... moi, non. Tu sais, j'ai constaté que moi, quand je ne suis pas mes besoins authentiques, et ben après, je me sens pas bien et je peux même me déclencher des maladies. Bon, ça c'est peut-être pas obligé de le dire, mais c'est vrai en tout cas, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé. Je peux me déclencher des maladies, donc j'ai pris cette habitude de bien écouter mes besoins en premier lieu. Et
c'est comme ça que je me sens le plus épanouie. Et je sais que tu peux comprendre. Non, non, ça c'est un peu prétentieux. Non, c'est tout, juste ça. La règle, ça c'est une règle de communication non violente qui est vraiment, super, c'est de toujours partir de soi et parler de soi. Ça, l'autre, il n'est pas offensé, puis c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais en fait, j'ai remarqué, moi, dans mon parcours, que ça partait en couille avec des gens quand moi, j'étais décentrée déjà vis-à-vis de mes propres besoins et que j'arrivais pas à verbaliser. Quand tu n'arrives pas à verbaliser, tu t'énerves. Parce que quand tu es énervé, tu as le feu, donc tu arrives mieux à sortir les trucs. Tu es obligé de t'énerver quelque part. C'est un mécanisme inconscient où l'énervement va amener un alignement, un recentrage et tu vas pouvoir dire les choses, tu vois. Mais quand tu sais déjà avant ce que tu as à dire, c'est beaucoup plus facile. Au début, quand tu commences à dire non à des propositions, juste pour suivre tes besoins à toi, qui ne sont pas encore, que tu ne peux pas encore vraiment verbaliser. Parce qu'au début, les besoins se présentent d'une manière ineffable. Le besoin, c'est le truc qui est dans le bide, dans les tripes, hein, tu ne peux pas au début le verbaliser. Mais tu sais que tu as besoin d'être seul pour accueillir ça. Là, tu vas vraiment avoir les forces de la sensation d'illégitimité qui vont se développer à 10 000. Parce que t'as aucun prétexte. Tu peux pas dire ah ben c'est pour faire ça. Non, tu sais pas le dire. T'es comme un handicapé de la parole. Et là, t'as la personne qui t'invite à un truc où toi t'es libre, t'as du temps libre et t'as rien à faire. Tu sais juste que tu dois être avec ton besoin, mais tu peux pas dire autre chose plus que ça. Tu vas te sentir illégitime de dire non pour un truc que tu sais même pas dire c'est quoi. C'est pour ça que c'est très important, la troisième phrase, de dire c'est personnel. Et comme je vais le dire après, très important, dans le cas où tu as une personne qui insiste, de ne surtout pas dire tu fais du travail sur toi-même, j'ai besoin de me recentrer, gna gna gna. Parce que en parlant comme ça, tu donnes un peu, t'envoies comme sensation, comme information, je suis malade. Je suis malade, il faut que je me recentre, il faut... Non, non. C'est pas une maladie de suivre son besoin. C'est la vie même, c'est l'expression même de la vie. C'est tout l'inverse. Mais déjà, rien que c'est... Je le redis, j'ai besoin de le redire. Tu viens ce soir au repas chez Monique? Non, je ne peux pas. Ah bon, pourquoi? J'ai d'autres besoins qui passent en priorité. Mais c'est quoi? C'est personnel. Mais comment ça? Mais vas-y, allez, c'est bon, dis-moi c'est quoi le problème? En plus, il y a Jean-Phi, il y a Béa, il y a Patou, il y a Philippe, il y a... Allez, viens. Tu sais, j'ai appris, avec le temps, avec mon expérience, que pour être heureux, il faut suivre ses besoins authentiques. Et qu'à l'inverse, je me sentais pas bien quand j'arrêtais d'écouter mes besoins. Donc là, je viens de te dire que j'avais d'autres besoins qui passaient en priorité. Et imaginons le cas extrême, il s'énerve vraiment. Ouais, oh putain, tu fais chier, c'est bon, fait. Là, tu dis, écoute, un vrai ami est capable d'entendre, d'écouter les besoins de l'autre et de les considérer et de les respecter. Si tu n'es pas capable d'écouter ça, on n'est plus amis. Non mais c'est la base, hein. L'autre fois, j'ai retrouvé des vieux documents avec des cours que je donnais en fait quand je faisais des remplacements dans les collèges en cours d'art plastique. C'était pas vraiment des cours, c'était plus c'était en fait un discours que je préparais
quand j'arrivais dans un nouveau collège, et c'est des trucs que j'avais mis du temps en fait à mettre en place parce que il m'avait fallu faire comment dire, des expériences et des observations. Et en fait, j'avais écrit un texte sur la victimisation justement, et donc je commençais à leur parler du fonctionnement de la victimisation parce que c'est quelque chose que les adolescents pratiquent pour pouvoir tester les profs et pour pouvoir obtenir en fait leur popularité, parce qu'en fait on va dire les perturbateurs dans les cours, c'est des enfants qui cherchent à avoir de la popularité, qui sont un peu les stars quoi, des classes et aussi des collèges, et ils sont comme moi à l'époque, hein, t'as la star du collège et puis après t'as les sous-stars des classes quoi. Donc ils sont toujours en compétition pour essayer d'être la star. Et la star, c'est celui qui est le plus rebelle, c'est celui qui se fait le plus virer de cours. Donc leur objectif, c'est de se faire virer, donc c'est de faire n'importe quoi. Et toi, ton objectif en tant que prof, c'est de tenir ta classe. Donc j'avais trouvé une technique qui marchait super bien, c'est que je leur parlais justement de la victimisation. Comment ça se passait? Quand j'étais face aux élèves, il n'y avait pas de problème. Quand je me tournais, il y en avait un, il faisait de la merde. Je me retournais, et là je disais, c'est bon, t'arrêtes, c'est madame, c'est pas moi. Vous m'accusez sans preuve. C'était toujours pareil. Alors toi, tu sais très bien que c'est lui, mais t'as pas la preuve. Donc quelque part, le gamin, il est dans son droit de te dire que t'as pas de preuve. Donc, moi, au début, mon erreur, c'était je m'enfonçais dans la merde. Après, le gamin, il pétait encore plus un câble, il faisait encore plus la victime. Et là, il était en train de gagner du terrain, et là, il avait son heure de gloire. Et moi, j'avais aucun moyen d'arrêter ça. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait complètement changer de sujet, et je dis là, tu vois, t'es dans une technique de victimisation. Et donc je décortiquais le phénomène, et après je disais, tu sais, à force de jouer la victime, parce que là je sais que tu joues la victime, tu vas finir par le risque que tu encours, c'est que tu vas finir par croire à ton rôle et croire que tu es une victime. Et tu vas finir par en devenir une. Ah oui, non, je leur disais, à force de jouer les victimes, le risque que vous encourez, c'est de finir par en devenir une de victime. Et quand vous vous faites éjecter du cours ou quand vous avez une punition, qu'est-ce qui se passe? L'institution prend des mesures sur vous. Donc, une personne extérieure ou des personnes extérieures deviennent votre maître. Et celui qui ne peut pas être maître de lui se condamne lui-même à se faire maîtriser par d'autres. Quand je leur disais ça, quand je leur disais, si tu ne peux pas être ton propre maître, c'est d'autres qui vont devenir ton maître, il y avait un silence dans la classe, mais un truc de fou. Et alors, j'avais trouvé l'arme fatale, c'est que justement, je leur disais, dès qu'il y en avait un, il partait en cacahuète comme ça, je disais, là, tu vois, tu es en train de faire la victime. C'est ce que tu as envie de devenir? Une victime? Ils ne supportaient pas ça. C'était un truc insupportable pour eux. Parce que là, ils se prenaient la honte devant tout le monde. Parce que leur objectif à eux, c'était pas d'être des victimes, c'était d'être des stars, mais ils s'y prenaient mal. Et je leur disais justement, tu veux que tout le monde te regarde? Tu veux être le meilleur? Bah deviens-le meilleur. Deviens le meilleur. L'avantage avec les enfants et les adolescents, c'est qu'ils ne savent pas cacher leurs émotions. Donc, moi je voyais directement que quand je disais à l'ado, là tu vois, tu es en train de faire la victime, ils ne supportaient pas ça. Alors que les adultes, eux, ils savent dissimuler leurs émotions et faire semblant de ne pas être atteints. Donc, le fait d'avoir vu ça, je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Et je sais que ça te fait tout de suite changer en fait d'attitude. Et si je dis ça, c'est justement parce que ça peut être justement une réplique à intégrer si par exemple tu as une personne qui commence à faire son caca nerveux alors que tu lui as dit que pour toi tu lui avais transmis en fait ton propre ton explication authentique et transparente sur la raison pour laquelle tu peux pas aller à cette soirée parce que justement tu sais que si tu suis pas tes besoins après toi derrière ça va pas aller. Souvent,
T'en as, ils sont vraiment relous, ils insistent, ils vont te dire, tu fais quoi, t'as tes règles, c'est ça, tu fais ta bonne femme, oh vous les bonnes femmes vous êtes toutes pareilles et tout. À ce moment-là, comment retourner la situation? Comment, plus que retourner la situation, comment stopper le mécanisme de prédation et ben, c'est justement le mettre en lumière. En disant, c'est bon, t'arrêtes de faire ta victime. Mais si tu vois bien que tu te victimises, tu fais que ça depuis tout à l'heure, tu te victimises. T'es en train de pleurnicher comme une pauvre victime. Ça peut aller au clash, la personne elle va rentrer dans sa susceptibilité. Mais au moins, c'est au moins là, ça, dans les cas extrêmes. Ça c'est pour pas que toi tu récupères l'arrière-goût de chiotte après. Apprendre à suivre ses besoins, c'est aussi savoir dire non aux besoins non essentiels et aux propositions qui te sont faites de faire des choses dont tu ne ressens pas le besoin de les faire. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue ce week-end où j'ai pas écouté mes besoins et où en fait ça m'a déclenché une rage de dents. Tu peux t'intoxiquer toi-même à pas suivre tes besoins, à pas oser dire non, à suivre, à faire les choses pour faire plaisir aux autres et par culpabilité, parce que tu as honte de toi suivre tes besoins, parce qu'il y a un caractère égoïste à faire ça. Et tant que ton ego finalement il n'est pas suffisamment développé, qu'il est encore un peu fragile, ben il suffit que tu aies une pensée qui vienne, genre allez, pense un peu aux autres. Je sais pas, une connerie comme ça, pour que toi tu fasses quelque chose à contre-cœur, donc à contre-besoin, et ainsi que tu te déclenches, enfin en fait tu te déclenches des maladies, quoi, des maux dans le corps. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Et parce que j'ai eu les symptômes de la rage de dents, sauf que c'était pas un problème dentaire. J'ai attendu justement 48 heures pour voir si ça passait ou pas. Et j'ai vu qu'en fait c'était comment dire, un symptôme complètement psychosomatique. Sinon, si c'était un problème vraiment dentaire, j'aurais encore mal aujourd'hui. Alors, donc là, je vais me réactualiser dans cette vidéo que j'ai vraiment besoin de faire pour poser à l'oral ceci. Lorsqu'une victime, donc une personne dissociée qui est dans sa parcelle victimaire, me propose quelque chose et que je n'ai juste pas envie, même juste pas envie, sans aller jusqu'au besoin, juste pas envie de le faire, j'ai le droit de refuser. Alors, je vais utiliser la formulation positive pour dire que je ne parle plus, je ne réponds plus aux besoins malades des victimes, des gens qui sont dans leur parcelle victimaire. Donc pas dans le négatif, dans le positif. Alors comment ça peut se faire ? Je réponds. Alors, lorsqu'une personne s'adresse à moi depuis ses parcelles victimaires, depuis la victime en elle, déjà c'est qu'elle veut forcément t'instrumentaliser, elle n'en a rien à foutre de toi, c'est pour son besoin malade à elle, son besoin de ne pas être seule, d'avoir son petit chauffage d'appoint, d'avoir sa petite aide-soignante à domicile, d'avoir son laquais à domicile, d'avoir... Bon, bref. Ou si c'est dans un rapport de force de contrôle, pour avoir quelqu'un sur qui exercer un pouvoir. Ou
une personne sur qui projeter la mémoire de son bourreau, en fait, c'est ces trois aspects-là. Lorsqu'une personne s'adresse à moi depuis les besoins malades de la victime en elle, j'ai le droit de suivre mes propres besoins. Il m'est arrivé quelque chose de drôle. Juste après avoir fait la vidéo sur le thème de la perspective, comment se donner à soi-même une perspective, c'est que ça m'arrive souvent en fait quand je me relâche. Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu es content de toi, tu as terminé un truc, tu te relâches, et c'est là que tu te fais rattraper par tes anciens mécanismes. Et donc, j'ai accepté de faire quelque chose à contre-cœur, c'est-à-dire à contre-besoin. Je suis allée à un repas auquel j'étais invitée, alors que je ne ressentais pas du tout le besoin d'y aller. Et ensuite, étrangement, j'ai eu une rage de dents qui a duré 2 jours, suivie d'un espèce d'état grippal qui m'a complètement flingué mon énergie. Et aujourd'hui, bon, bah, la rage de dents est partie, mais j'avais en fait une sorte d'inflammation des gencives et des dents en fait à l'arrière. Et j'ai regardé dans la symbolique des maladies que la rage de dents signifiait en fait la colère et la rage rentrée, non extériorisée. Donc c'est ce qui a fait que j'ai préféré attendre plutôt que d'aller aux urgences ou voir un dentiste. Et j'ai bien fait d'attendre parce qu'aujourd'hui c'est parti et je réalise que c'était vraiment en fait quelque chose de psychosomatique. Donc j'ai profité de cette expérience pour en fait rédiger des réponses à donner quand tu te fais inviter à un événement auquel tu ne veux pas assister, auquel tu ressens le besoin, auquel tu ne ressens pas le besoin d'assister. Voilà, pour être plus précis. La phrase de Spinoza, le cœur a ses raisons que la raison ignore, peut se traduire en le cœur, l'être a ses besoins que la raison ignore. Les besoins authentiques de l'être se présentent à nous dans un premier temps de manière ineffable. Tu vois, c'est ce qui tient aux tripes, c'est ce que tu portes dans le bide, c'est ce que tu as dans le bide, mais que tu ne peux pas forcément te dire. C'est ce truc que tu ressens qui pousse à l'intérieur, c'est le besoin qui pousse à l'intérieur, comme quand tu as envie de chier, tu vois, quand tu as envie de chier, tu as besoin de chier, ça pousse à l'intérieur. Eh bien, le besoin d'aide, c'est pareil, ça pousse au-dedans, mais ça ne peut pas, dans un premier temps, se dire. Donc, c'est compliqué quand tu as du temps libre, justement, et que tu ressens le besoin, justement, de te retrouver toi-même pour pouvoir accueillir ce besoin, de ne pas te laisser solliciter par l'extérieur, parce que justement, comme tu as du temps libre, comme tu n'es pas capable de dire concrètement ce que tu veux faire de ce besoin, tu peux être tenté en fait d'accepter des invitations à droite à gauche et perdre ton temps, disperser ton énergie. Et dans le pire des cas, t'intoxiquer parce qu'en fait, je dirais que l'intoxication ou la maladie, hein, c'est le corps qui parle parce que toi t'as pas pu parler. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Enfin, c'est plein de gens qui le disent et puis c'est ce que je constate, quoi. Donc le corps se venge, tu vois, de ce que toi t'as pas osé dire. Et quand t'as pas osé dire non, il peut se venger fortement, quoi. Mise en situation, c'est le week-end. T'as passé une semaine à bosser sur un truc ou à bosser quelque part avec d'autres gens. Et là, tu ressens que tu as le besoin de te retrouver pour le week-end. Tu ressens
que tu as ce besoin, c'est tout. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais pas ce que tu vas faire de ce besoin. Et tu sais pas quelle forme ça va prendre. Mais tu sens que tu as ce besoin. Et là, oh, le téléphone sonne. C'est Roger. Roger habitué. Je prends toujours ce prénom comme exemple, je sais pas pourquoi. Si, je sais. C'est parce que j'aimais bien la marque Roger Gallet, la marque de savon là. J'aime bien l'odeur. Et puis j'aime bien Roger, c'est sympa, c'est facile à dire, Roger. Mais là, c'est Roger le relou, hein, et là il va venir faire chier Roger. Donc, il t'appelle vendredi soir et tout, et il te dit samedi soir, il y a le repas chez Monique, ce serait cool que tu viennes, tu veux venir? Parce qu'il y aura Béa, il y aura Patou, il y aura Christian. Là, tu sens, oh putain. Oh non, pas samedi soir. J'ai pas envie de voir leur gueule. J'ai vu leur gueule toute la semaine, là. Il faudrait que je revoie leur gueule samedi soir. Des mondanités pour blablater, se bourrer la gueule et rigoler sur de la merde. Non, 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 non. En même temps, t'as une pensée. Ouais, mais ils vont, ils y sont tous. Si j'y vais, après, ça pourra peut-être améliorer mes relations au boulot. Et puis, je peux apporter ma lumière. Ah, il suffit que tu aies un peu d'orgueil, t'es niqué. Ou bien une petite connexion émotionnelle. Bon, ça a coupé. Imaginons que, en plus, Roger te dit attends, et tu sais pas c'est qui y aura. Toi, tu dis non, il y aura Philippe. Et là, imaginons que Philippe, c'est ton petit ami du lycée, tu vois, qui 20 ans plus tard ressurgit, je sais pas d'où, pour aller au repas de Monique. Parce que bon, je sais pas, vous êtes dans une région où, bon voilà. Là, qu'est-ce qui se passe en toi? Connexion émotionnelle, plutôt connexion, oui, émotionnelle, ravivement de mémoire, connexion affective aussi, tout ça quoi. Et là, toi, tu vois, t'es programmé, t'es sous hypnose, t'es mis sous hypnose par tes propres affects. Et tout de suite, tu commences à projeter Philippe. Ah ouais, alors je pourrais mettre cette robe. Et là, je sais pas quoi, tu vois. Tu imagines déjà un truc avec Philippe. Ou... Là, quand il y a ça qui se passe, t'es niqué. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai une connexion comme ça affective. Et c'est ce qui m'a fait perdre mon discernement. C'est dingue, parce que ça va super vite. Donc, bon, ben... Quand t'es pris de façon par l'affect, c'est chaud. Mais bon, déjà le fait d'en parler, c'est bien parce que ça permet de mettre en lumière le mécanisme. Et moi, j'en parle pour justement m'auto-informer moi-même que j'ai mis en lumière le mécanisme. Voilà. Quand il y a une prise affective comme ça, tu peux être sûr que tu es décentré vis-à-vis de ton besoin. Qu'est-ce qui est pris en toi quand tu es pris par l'affect? C'est tes parcelles victimaires. C'est la victime en toi qui se nourrit d'affect, tu vois, qui se nourrit du souvenir, de la mémoire de Philippe, de souvenir de la mémoire des années lycée, de je sais pas quoi, de je sais quel truc qui fait que tu as envie de revenir dans le passé, tu vois, pour te réconforter ou faire un effet, je sais pas moi, nostalgie, quoi, la nostalgie. Mais d'ailleurs, c'est ça en fait qu'il faut être attentif, c'est quand on te fait une proposition, est-ce que tu sens que ça te fait aller vers de la nouveauté ou est-ce que ça te fait aller vers de l'ancien, vers du connu? Parce que finalement, cette sensation de goût de chiotte, c'est aussi la sensation un peu du passé. C'est comme, comme un produit qui serait un peu dépassé, qui serait un peu périmé. C'est pas bon. Alors que quand c'est la nouveauté, c'est frais. Et en fait, moi, si j'ai commencé la vidéo en disant je ne réponds plus aux besoins malades de la victime, c'est parce que les échanges que j'ai avec des personnes qui viennent vers moi depuis leur parcelle victimaire ne sont pas intéressants. Ce sont des échanges qui te bouffent ton énergie, donc qui te consument, et surtout qui ne t'apportent absolument rien, concrètement qui ne t'apportent rien. Parce que
la victime, elle ne veut pas aller vers l'avenir, en fait. Elle ne veut pas avancer. Et moi, ça, je ne peux plus, en fait, du tout. C'est devenu insupportable d'avoir des échanges stériles. Je n'y arrive plus. J'adore parler avec des gens qui ont envie de parler, en fait. Ceux qui veulent pas parler, qui veulent juste se réconforter grâce à la présence de l'autre, je peux plus. Parce que quand tu vas voir derrière ce qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation, mais c'est un truc de fou. Tu vois, le gars qui t'invite, est-ce que c'est vraiment pour parler avec toi ou c'est pour montrer aux autres qu'il est avec toi? C'est pour se sentir, avoir le pouvoir de t'inviter, donc d'avoir l'ascendant sur toi. C'est quoi l'intention qui est derrière? C'est ça en fait, il faut vraiment pouvoir sentir l'intention. Ça c'est ce que tu développes en fait. En toi te développant toi-même, tu développes cette capacité à sentir les intentions des uns et des autres. Ce qui est vraiment le truc à développer. Le sixième sens, le vrai sixième sens à développer. Sentir, flairer les intentions. Comme les chiens sont capables de le faire. Mais des fois, ce qui est terrible, c'est que tu as des gens super sympas. Hein. Tu as des gens super sympas qui sont dans leur parcelle victimaire. Tu as des gens, des bonnes personnes, même, mais des très bonnes personnes en fait. Mais tu vois, tu le sens, tu parles, mais ça n'avance pas. Tu sens, il y a un truc qui veut... Comme un truc qui bloque, tu sens l'inertie, tu la sens. Ah, moi, ça me tue, ça. Ça... Oh là là. C'est, comme je le disais dans la précédente vidéo, quand je disais, quand tu formules des intentions, ces intentions... vont créer en toi un appétit, une soif. Et là, avec la victime, tu as la sensation que elle a plus d'appétit de rien. Elle a plus envie de manger des choses nouvelles. Ou alors elle veut bien s'empiffrer. Tu vois, elle s'empiffre. Mais s'empiffrer, c'est pas manger des choses nouvelles. Enfin, c'est pas... Tu vois, elle a plus le goût, en fait, de goûter à des choses nouvelles, en fait. C'est ça. C'est ça que la victime, en nous fait perdre. C'est le goût de goûter à la nouveauté. Et c'est ça aussi, a fortiori, que la souffrance nous fait perdre. Le goût, principalement. Pour ça aussi, d'ailleurs, que le Covid, cette maladie, te fait perdre le goût. C'est la maladie, en fait, de la dépression. C'est la maladie de la victime qui perd le goût de la vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font les chefs en cuisine? Ils sont toujours en train d'inventer des nouvelles recettes. Un chef en cuisine, qui a la passion de la cuisine, qui a la passion du goût, il va jamais s'arrêter sur un plat, en fait. Ou sur une recette qu'il a... ou alors il aura son truc, ok, qui est un peu sa marque, mais dans son travail au quotidien, il va toujours développer des nouvelles recettes, des nouvelles combinaisons. Il ne peut pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, ben, il perd le goût, justement. Tu peux manger le meilleur truc du monde, si tu le bouffes tous les jours, t'en voudras plus, tu vas le gerber. Bon, plus de batterie quand même. Où j'en étais, Roger veut t'inviter au repas de Monique samedi soir. Il t'appelle vendredi. Alors, une personne normale, c'est-à-dire une personne normale, une personne enfin normale, je sais pas ce que c'est, enfin, une personne qui serait intelligente plutôt, je veux dire, te dirait, quand elle t'invite quelque part, voilà comment elle fait. Elle t'informe de l'événement, d'accord? Elle te dit samedi, il y a le repas de Monique.
Ensuite, elle est transparente vis-à-vis de son intention de t'inviter. Elle te dit son intention. Donc, elle te dit, ça me ferait plaisir de te voir. Ça serait une occasion de se voir, ça me ferait plaisir de te voir. Mais ensuite, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a absolument aucune pression à ça. Tout de suite après, il y a une ouverture vers le futur. C'est-à-dire, mais bon, après, non, après la personne, elle te considère toi-même, elle dit voilà, si tu peux venir, ça serait cool. Si tu peux pas venir, c'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres occasions. Voilà, elle ouvre vers l'avenir. Alors que la victime, c'est pas ça. La victime, c'est tout de suite la pression. Tu vois, c'est comme les arnaques sur Internet. Dépêchez-vous de payer avant de 24 heures, sinon vous allez avoir les huissiers qui viennent. La victime, si tu viens pas, elle t'envoie les huissiers. Ou si tu viens pas, elle va mourir. Elle va mourir, tu vois. Donc, tout de suite, elle te met dans une position de ne pas pouvoir refuser, sinon de ne pas avoir le choix. Comme ils ont fait le gouvernement avec les vaccins, quoi. T'as pas le choix. D'un coup, t'as plus le choix. Bah, non. Ton corps, tu es libre de le déplacer où tu veux. C'est important de le dire, ça. Hein. Ton corps, t'as le droit de le déplacer où tu veux et t'as le droit de faire rentrer dedans ce que tu veux. Ouais, c'est la base, tu vois. Comme je disais, je sais plus si j'ai dit tout à l'heure, quand t'es enfant, t'es pas tout à fait vraiment encore propriétaire de ton corps. T'es contraint de déplacer ton corps là où on te demande de déplacer, de manger ce qu'on te demande de manger, de faire ce qu'on te demande de faire, sans que tes besoins soient forcément considérés. Je fais une petite parenthèse. Bon là, je viens de me lever, je suis un peu sur le thème de la relation parent-enfant. C'est justement quand les besoins authentiques de l'enfant ne sont pas considérés que l'enfant en vient à péter des crises et à faire des caprices. Je me souviens d'un caprice que j'ai fait auprès de ma mère. Parce que ça m'avait amené à me poser vraiment des questions. J'avais quoi? J'avais 7 ou 8 ans, peut-être 7 ans. J'avais fait un caprice pour obtenir un jouet. Alors là, totalement non essentiel, parce qu'en fait, c'était une pièce de Polly Pocket. Et si tu n'avais pas le reste, si tu n'avais pas les autres éléments du jeu, ton petit élément, il servait à rien. Et j'avais pas de Polly Pocket. Et c'était des jouets qui valaient très cher à l'époque. Et je me souviens du prix de cet oiseau Polly Pocket, c'était 47 euros, 47 francs. Ça correspond à peu près à 47 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Donc, ma mère ne voulait pas, mais comme c'était facile d'obtenir des choses d'elle, parce qu'elle était facile à convaincre, vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'ego, justement, j'en ai profité, j'ai pété un câble et j'ai obtenu ce truc. Une fois que je me suis retrouvée dans la voiture, que j'ai déballé l'objet, j'ai réalisé que j'en avais rien à foutre de ce truc, que je le trouvais nul. Je m'en rappelle, putain, de la sensation. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça? Ma mère vient de perdre 47 francs. Je viens de faire perdre 47 francs à ma mère pour un truc que je veux même pas. C'est complètement con. J'avais eu cette sensation d'avoir fait perdre de l'argent à mes parents, à ma mère, quoi, et ça me foutait vraiment les boules. Et je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Et en fait, les caprices viennent justement, sont le produit de la frustration, quand les besoins ne sont pas considérés. À l'inverse, quand les besoins authentiques de l'enfant sont considérés par les parents, ce qui est très rare, parce que c'est uniquement les gens conscients qui le font, des gens qui ont une conscience d'eux-mêmes, et donc qui ont une conscience des autres. Quand les besoins authentiques de l'enfant sont écoutés et considérés, alors il peut commencer à se mettre en place chez l'enfant, dans son espace de vie, son espace de création,
son espace de création, son espace de développement, qui va lui amener son épanouissement. Donc il n'aura plus de besoin de compensation à travers les caprices. Vous voyez ces enfants qui font des caprices dans les magasins? C'est parce qu'ils ne sont pas considérés en fait. Et justement, les parents considèrent toujours les besoins malades. C'est-à-dire qu'ils vont considérer, quand l'enfant fait sa crise, se met à chouiner, considérer les besoins de la victime qui chouine. Et ainsi, ils créent des monstres. Les parents créent leur propre monstre. En nourrissant ça, juste pour se débarrasser, en général, c'est pour se débarrasser du problème. Pour se débarrasser du monstre, et ben oui, ils le créent pour s'en débarrasser. Parce qu'ils ne savent pas faire preuve de fermeté au moment où ils reconnaissent la structure. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'avoir à faire preuve de fermeté quand ils reconnaissent... parce qu'il ne doit même pas y avoir la manifestation du caprice s'ils sont vraiment à l'écoute des besoins de l'enfant, des besoins authentiques de l'enfant. Mais je dirais que le problème de base, c'est que d'abord, les parents eux-mêmes ne sont pas épanouis. Parce qu'un parent, l'enfant n'attend qu'une chose de ses parents, qu'ils soient heureux et épanouis. À partir de là, lui, il s'ajuste. Le problème, c'est que les parents eux-mêmes ne suivent pas leur propre voie, ne sont pas eux-mêmes épanouis. Donc, les enfants sont mal. Comme ils ne sont pas épanouis, les parents, c'est qu'ils n'écoutent même pas eux-mêmes leurs propres besoins. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils écoutent les besoins de l'enfant? Donc, les enfants ne sont pas bien, ils pètent des câbles, et après, les parents cèdent en offrant de la merde, des jouets de merde, des trucs de merde, des trucs abrutissants à leurs propres enfants. Donc, en fait, le problème de base, c'est que l'individu lui-même, il ne sait pas se trouver pour lui-même une direction, il ne sait pas se créer par lui-même sa source d'épanouissement. Parce que l'enfant, de toute façon, il se développe par mimétisme. Quand l'enfant, il voit que son parent est épanoui dans quelque chose, il le voit bien, ça se voit. Donc après, il va faire de même. Il va commencer à développer une autonomie dans sa capacité justement à pouvoir créer par lui-même aussi quelque chose. Moi, je m'en souviens très bien. C'est comme ça que je me suis construite. Une fois, j'avais vu un copain à moi qui avait juste 1 an de plus, qui arrivait en fait qui lisait tout seul dans sa chambre. Il avait 7 ans, moi j'avais 6 ans. Il se mettait toujours tout seul dans sa chambre, il lisait des bouquins, et je le voyais en train de lire les bouquins, il se marrait tout seul. Il disait comme ça. Je fais, mais lui il arrive à faire ça tout seul. Mais il est trop bien, mais il est libre lui. Je fais, moi il faut que j'arrive à faire pareil. Il faut que j'arrive à trouver la même source d'épanouissement toute seule, comme lui, vivre pour moi. Si j'avais jamais vu ça, j'aurais jamais eu l'idée de le développer en fait. Mais le truc est venu d'un enfant, on n'est pas venu d'un adulte, parce que les adultes, je les voyais pas du tout épanouis. De leur côté, c'était l'échec total. Dans ce cas-là, Roger, il est en mode coup de pression parce qu'il s'est fait un film dans sa tête. Il s'est raconté une histoire, il a imaginé qu'il allait te présenter à Monique, qu'il allait trop avoir la classe de te présenter à Monique, qu'il allait pouvoir mettre sa chemise rose, que comme ça il allait montrer une partie de lui. Peut-être qu'il a envie de te niquer aussi, tu sais pas trop. Puis lui il va pas te le dire bien sûr. Mais bon, il a son film quoi, il s'est fait son film. Donc là tout de suite, il va pas... en gros, il va te prendre en otage, hein. Il veut te prendre en otage. La victime, c'est un otage, en fait. C'est ça. Donc, elle peut faire que prendre en otage les autres. Tu sais, des fois, tu sens ça, quand tu vas quelque part, tu dis, que t'es invité, tu dis, putain, je sens que c'est un coup fourré, là, je sais pas pourquoi. Je sens que je suis en train de me faire prendre en otage. Je sais pas pourquoi, putain, oh merde, je peux plus partir. Ah! C'est terrible, ça. C'est terrible parce que ça réveille les trucs de l'enfance. Donc, là, il t'appelle. Samedi, il y a la fête de Monique. Tu veux venir? Mais son tu veux venir, c'est pas... Est-ce que tu as le choix? C'est... en gros, faut que tu viennes. Quand on te pose une question, tu dois répondre à la question qui t'est posée et te contenter de répondre à la question posée. C'est-à-dire de ne pas en rajouter.
La victime en nous, elle veut toujours se justifier. Elle peut pas se tenir au non. Parce qu'elle a de la culpabilité. Il n'y a que la victime en nous qui est coupable, qui se sent coupable, qui porte la faute de son agresseur sur elle. Donc, pour se déprogrammer de ce mode-là, il faut réapprendre à dire non sans se justifier. Tout en faisant une phrase, parce que si tu dis juste non, ça fait un peu la personne qui a des problèmes, tu vois. Genre, tu veux venir? Non! C'est bizarre. Donc, pour pas éveiller non plus les soupçons et être normal, tu dis non, je ne peux pas venir. Voilà. Tu t'en tiens à cette phrase. Parce que la question c'est est-ce que tu veux venir? Réponse non. Très important, donc de ne pas dire désolé, bien sûr, il n'y a que les victimes qui sont désolées, de ne pas donner d'excuses, j'ai aquaponais. Parce qu'une excuse c'est un mensonge. Donc, toi, en étant dans le mensonge, tu renforces la victime en toi. Enfin, c'est pas bon pour toi. En fait, c'est pas bon pour soi-même d'être dans le mensonge, de donner une excuse bidon. Puis en plus, ça s'entend. Puis tu vois, excuse bidon. Non, je peux pas, là. Je peux pas, j'ai du travail. Alors que samedi soir, tu vas peut-être pas travailler samedi soir. Donc, et c'est ça qui est plus dur. C'est comme, tu sais, ça vient, comme je disais, ça vient te chercher dans les moments où t'es libre. Le samedi soir, il y a très peu de gens qui travaillent. Il y a très peu de gens qui ont des... Tu vois, c'est donc... c'est des fois compliqué de trouver des excuses. Mais justement, il ne faut pas trouver d'excuses. Le plus tu es transparent, le mieux c'est pour toi. Parce qu'après, quand tu mens, c'est toi qui te retrouves mal. Oh merde, j'ai menti. C'est pas agréable de mentir, en fait. Donc, ça laisse cet arrière-goût dans la bouche de chiottes. Je ne peux pas venir. Ensuite, dans le cas normal, Roger, s'il était intelligent, il aurait entendu que tu n'étais pas disponible parce que ta phrase contenait l'information que tu étais déjà occupé à d'autres choses. Mais dans mon exemple, Roger, c'est vraiment un relou. Il veut vraiment que tu viennes parce qu'il veut vraiment... il croit vraiment à son truc. Donc, il va insister. Et là, il va te mettre un coup de pression. Pourquoi tu veux pas venir? Donc là, on est sur une autre question. Pourquoi? Pour répondre à cette question, c'est là-dessus que j'ai bossé. Et donc la première phrase qui m'était venue, c'est j'ai d'autres priorités, mais ça fait un peu prétentieux, arrogant, tu sais. Ça fait un peu la personne qui se prend un peu pour, tu vois, une starlette. Ah, j'ai d'autres priorités. Hein. Ah ouais, hein, c'est quoi hein? Ah ouais, hein, tu veux dire que t'as un mec hein, samedi soir, hein, Alors, si tu mens, tu te fous dans la merde. Ça c'est clair, moi j'aime pas mentir parce que je me dis putain attends, si je dis que j'ai un rencard avec machin et qu'il y a l'autre qui passe et qui voit que ma bagnole est là et qu'en fait je suis pas le rencard, ils vont voir que j'ai menti, c'est la merde, il faut pas mentir. Ça se retourne toujours contre soi après. Donc, et en plus si tu mens, ça peut, comme c'est des non-dits, un mensonge c'est des non-dits, bah ça peut te faire une maladie aussi, tu vois. Donc bon... Hein. Comment être transparent sans être prétentieux et être clair? Tu dis, j'ai d'autres besoins qui passent en priorité. Cette formulation est positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négation. Il n'y a pas de ne, je ne veux pas, je ne, non. J'ai d'autres besoins qui passent en priorité. Le fait que ce soit positif dans ce cas, va te permettre de te désolidariser de la proposition. Et ça, c'est très important. Car tant que tu restes dans l'opposition par rapport à quelque chose, ton opposition vient nourrir la chose en question. Les gens qui sont contre la retraite à 64 ans, ils ont fait des affiches partout, non à la retraite à 64 ans. Donc, partout, c'est écrit retraite à 64 ans. Tu vois, tu roules en bagnole, tu vois retraite 64 ans, retraite 64 ans, retraite 64 ans. Je dis, mais attends les gars, vous avez écrit retraite 64 ans partout. Déjà, regarde, vous auriez juste mis retraite à 60 ans. Il y en a un, il a mis retraite à 25 ans. Déjà, vous feriez ça, c'est déjà beaucoup plus intelligent. Parce que vous avez une proposition. Là, vous écrivez retraite à 64 ans, donc vous nourrissez cette chose. Vous en faites des pubs même. Vous êtes les laquais du système. Et les gens du pouvoir, ils l'ont bien compris. Le non, la colère renforce une chose. Quand on te demande oui ou non pour quelque chose, là tu réponds oui ou non. Quelque part, c'est un non positif.
parce qu'on te demande de choisir entre oui ou non. Mais ensuite, quand on demande des raisons, là, tu dois être positif, c'est-à-dire créatif, dans ce vers quoi tu vas. J'ai d'autres besoins qui passent en priorité. En utilisant le mot besoin, tu indiques à ton interlocuteur le caractère impérieux et nécessaire de ce que tu as à faire. Ça n'est pas un caprice comme « j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres envies ». Ça, c'est un caprice, c'est prétentieux, c'est orgueilleux. Donc là, tu relèves le caractère essentiel. Ensuite, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu vas faire de ton besoin. Un besoin, ça se ressent d'abord avant de pouvoir se dire. Ça te prend dans le bide. Moi, c'était ça, hein, mon mal de ventre pendant des années. C'était mon besoin qui n'était pas entendu, qui me poussait dans le bide. Tu vois, c'est ce que tu tiens, c'est ce que tu as dans les tripes. L'autre fois, j'ai regardé un film, une comédie romantique où, en fait, c'est l'histoire d'une nana parfaite, super belle, super intelligente, elle a que des qualités, mais elle vit complètement dans son personnage, elle est complètement déconnectée, et tout est calculé dans sa vie, et elle part en... son mec part en vacances, et en fait, elle découvre qu'il la trompe, elle essaye de le rejoindre, et là, dans l'avion, elle fait la rencontre d'un mec sauvage, impulsif, qui la bouscule, et qui lui promet que grâce à lui, elle va pouvoir récupérer son mec. Et donc, bon, après, elle se met avec le gars. Bon, de toute façon, je vous dis pas c'est quoi le film, comme ça, vous risquez pas d'être spoilé. Et à un moment donné, il vient la chercher pour faire le plan qu'il a prévu. Elle arrive et tout, toute belle, toute machin, et il lui fait, alors, il lui fait une petite leçon de coaching. Il lui fait, alors t'es prête? Elle fait, oui. Il fait, t'es sérieuse? C'est quoi que t'as dans le bide là? Vas-y, dis-moi ce qui t'as vraiment envie de le récupérer ton mec? Oui, j'ai envie de le récupérer. Je veux récupérer mon mec. Ah mais non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Allez, vas-y, dis-moi. Et là, il commence à la mettre en colère, à la pousser. Il fait, ah, vas-y, tu vas le dire ou pas? Ouais, je vais le récupérer. Et voilà. Il fait, épaule trônée sofa, et voilà. Le besoin est... Pourquoi je dis ça? Oui, pour dire que c'est le besoin, c'est le machin que t'as dans le bide. Donc, c'est dans le bide. Si tu ne te retrouves pas seul, pour accueillir ce besoin, de toute façon, tu ne pourras pas l'accueillir et puis tu seras toujours pris dans le besoin des autres. Comme je disais que l'être, c'est un principe de révélation, le besoin, c'est pareil. Révélation. Tu dis non en disant non au besoin non essentiel et à ce qui t'est proposé. Déjà, tu dégrossis, tu enlèves du non essentiel. Comme dans une maison encombrée, t'enlèves des objets, t'enlèves de la poussière, tu vas commencer à mieux voir l'intérieur de la maison. Voilà, c'est... Une femme trop maquillée, tu commences à lui enlever son maquillage, tu vas voir un peu mieux comment elle est. Voilà. Avec les besoins, c'est pareil. Tu commences d'abord par le fait de dire non à ce qui n'est pas essentiel pour toi. Donc, je reviens à mon truc. Tu dis, j'ai d'autres besoins qui passent en priorité. Voilà. Là, Roger, bon, ça lui fait un peu un truc dans le cerveau. Comment elle me parle ouais, il est un peu, tu vois, il est un peu sonné. Et là, bon, il répond comme ça, automatiquement, c'est quoi? C'est quoi? Normalement, il n'aurait pas à te demander parce que... Mais bon, il te demande quand même. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas lui dire... C'est de marquer, en fait, une barrière. Pourquoi? En répondant, c'est personnel. C'est personnel. Ça, c'est super important. Je me suis rappelé dans les carnets de liaison, vous savez, quand on était à l'école, quand on manquait un cours, on devait faire un billet, et il y avait une case, c'était raison personnelle. Pour une absence, tu avais le droit de mettre raison personnelle. Bon, aujourd'hui, ça y est plus, hein. Moi, quand j'en ai des cours, ça y était plus. Hein. Mais de notre temps, on avait comme il y avait, bon voilà, on pouvait le mettre. Personnel, c'est privé. En disant c'est personnel, c'est privé. En disant ça à une personne, tu vas pouvoir récupérer en fait
ton espace privé. Parce que dans l'enfance, ton espace privé et tes besoins personnels n'ont pas été respectés. Cet espace a été complètement saccagé. Donc là, en remettant ses limites, en fait, en reposant ses limites, tu recrées cet espace privé. C'est personnel. En plus de ça, toi, ça te permet, comme c'est difficile à exprimer, de quand même donner une explication. Voilà. Imaginons que Roger, ce soit un collègue de travail, que tu sois quand même assez proche de lui, dans le sens où, bon, vous vous voyez assez souvent, même en dehors du travail, parce que vous avez, bon, je sais pas, vos enfants qui font du volley ensemble, ou je sais pas, une connerie comme ça. Mais en même temps, tu veux quand même garder une certaine distance. Tu vas pas lui dire, parce que c'est un collègue de travail, tu vas pas lui dire que que t'as besoin de te recentrer, tu vois. Tu vas pas utiliser ce vocabulaire du travail sur soi. Pourquoi? Parce que ça, en fait, quand tu utilises ce vocabulaire, ça indique pour le Playmobil que tu as un problème, que tu es malade. Voilà. Les gens identifient, en fait, rangent tout ça, ou même par exemple, quand tu dis, ouais, je vais voir un psy, voilà, ils se disent tout de suite, elle est malade. Il y a un problème. Donc ça, c'est pas bon parce que ça va activer chez lui, tu vois, des signaux d'alerte de « Ouh là là, elle a un problème, elle va pas bien ». Ce qui va faire qu'après, le lundi, quand tu vas à ton autre, ça va bien alors? Ça s'est bien passé, tu vas bien? Parce qu'il aura cogité dans son coin. Oh, elle a besoin de se recentrer. Oh là là, elle va pas bien. Peut-être que son mec, ça se passe pas bien avec elle. Ou alors, elle a un problème de famille, tu vois. Donc, non, non, non. Vraiment, c'est très important, le choix des mots. Pour l'avoir testé, c'est vrai que moi, quand je rentre un peu dans de la justification, genre, quand je dis un peu trop de détails, bah là, je bosse sur un truc, tu vois. Ça te fait porter un poids, en fait. Tu sais, ça te nourrit la culpabilité. Dès que tu justifies, putain, ça te nourrit la culpabilité, quoi. En gros, c'est toi qui passes pour la relou de pas y aller. C'est toi qui passes pour la problématique de pas y aller. Alors que c'est dans ton droit d'amener ton corps où tu veux, quoi. Puis en plus de ça, quand tu réponds aux besoins malades d'une victime, t'es clairement instrumentalisé. Donc, tu sers en fait de chauffage d'appoint à la victime qui veut que tu sois à côté d'elle dans son cachot, parce qu'elle, elle veut pas en sortir, mais elle veut quand même son chauffage d'appoint. Elle veut pas être toute seule dans son cachot. C'est ça qui est relou avec la victime. C'est pour ça que les victimes, tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire parce que déjà, ça veut pas évoluer, ça veut pas sortir du cachot, ça veut y rester. Ça broie du noir, ça dit des trucs hyper obscurs, hyper dark sur le monde. Oh là là, ça va mal. Moi, je sais pas ce que je vais faire, ce que je vais devenir. Je souffre, j'ai mal. Mais ça n'a pas envie même pas de mieux. Ça veut continuer là-dedans parce que quand t'es là-dedans, l'avantage, c'est que t'as des aides-soignants et que t'obtiens des choses, en fait. T'obtiens des services des autres. Voilà. Donc des jambons qui vont venir à ton service, donc c'est bien confortable. Puis surtout toi, si toi t'es pas bien, tu vois ta vie est difficile, toi au moins tu fais rien de mal. Toi tu peux pas être méchant, tu vois. Ouais. Donc ça veut pas sortir. Et surtout, ça instrumentalise les autres comme des objets. Ça s'intéresse pas à toi. Ça te pose des questions, mais ça s'intéresse pas aux réponses. Parce que ça veut juste pas être seul. Voilà. Ça peut pas être seul, une victime. Donc ça faut toujours des chauffages d'appoint. C'est terrible comme il y en a qui sont doués pour avoir l'air inoffensif, putain, c'est dingue. C'est ceux qui ont l'air le plus inoffensifs qui te niquent le plus, j'ai l'impression. Mais bon, après, c'est ton problème à toi. C'est toi qui manques de discernement si tu te fais avoir. En général, il y a une connexion émotionnelle qui se fait, soit avec les animaux, soit avec un prénom. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est que la personne, c'était un prénom de quelqu'un que j'ai connu dans mon passé, dont j'étais amoureuse, donc du coup, connexion avec ça. Voilà, il y a toujours un élément comme ça affectif, qui crée un affect.
C'est pas une connexion émotionnelle, c'est plus un affect. Puis est-ce que j'ai tout dit? Oui, 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 les excuses, non, faut pas être désolé. Jamais désolé. Alors, tu peux... Le désolé, c'est incroyable, les synchronicités qu'il peut y avoir parfois dans les vidéos. Et je les découvre après coup. J'étais en train de parler du fait d'être désolée. Et là, comme par hasard, il y a Loupiote qui vient. On voit son museau. Et là, je fais exactement la gueule de la personne désolée. Ma bouche dit un peu oui. C'est-à-dire, j'essaye de faire un sourire, tu vois, forcé. Oui. Et les sourcils en haut disent non. Donc le désolé, c'est le oui mais non. Et le oui mais non, c'est oui, je veux pas te décevoir. Donc, qui c'est qui a peur en nous de décevoir l'autre? Ben, c'est la victime. Oui, je t'aime, je veux pas te décevoir. Parce que moi, Loupiote, de toute façon, elle active complètement mes parcelles victimaires. Hein, et puis, de toute façon, c'est comme ça. Je me laisse aussi un petit espace pour être un peu une merde, en fait. Pour être un peu... Parce que voilà, c'est mon petit espace victimaire que comme ça avec elle. Et et voilà, c'est ça. Donc là, je vais dire dans quelle situation, bah, accepter d'être consciemment désolé. Tu l'utilises juste si t'as une personne qui est vraiment dans un jeu de victimisation exacerbée. Là, à ce moment-là, tu sais, c'est comme le client relou qui fait chier le plombier, ou je sais pas, qui fait chier. Le plombier, il va dire, bah, je suis désolé, tu vois, il va être volontairement, consciemment hypocrite. Parce que tu es obligé, dans certains cas, de parler la même langue que la personne que tu as en face, donc de parler la langue victime. Des fois, tu es obligé. Mais là, dans mon exemple, j'ai pris l'exemple d'une personne quand même dont tu es suffisamment proche pour pas trop, pour être quand même à la fois transparent, mais protéger ton espace. Voilà. Et utiliser justement la situation pour poser tes limites et te réactualiser. Et poser tes limites et ainsi créer ton ego. Voilà. L'ego, en fait, tout se crée dans notre... tout se crée. Tout ce qui est nouveau dans l'humain doit se créer. L'ego, faut le créer. Et c'est dans des situations concrètes comme ça que tu peux créer ton ego. Voilà. Et poltrone sofá, et voilà.